dans les syndromes d'uricolyse, vous savez, les chimiothérapies qui risquent de faire des lithiases uriques, voilà. Et donc nous, comme on était dans l'impasse thérapeutique, on a utilisé ça chez des goutteux tauffacés qui avaient des gouttes épouvantables. Et fort de l'expérience que j'avais de l'insuffisance rénale dialysée, on n'a pas cherché à mettre l'uricémie tout le temps en dessous de 60. On a fait en fait dans ce protocole une injection par mois. Et la rasburicase, ça agit 24-36 heures. Hein, c'est-à-dire que le lendemain de la perfusion, les gens ils sont à 0. Et puis ensuite, ça remonte très vite. Et on a fait disparaître des tophus par ça, toujours avec la même idée, c'est que les cristaux se dissolvent assez rapidement. Donc si vous abaissez de manière même intermittente, mais profondément l'acide urique, vous obtenez une dissolution. Et ensuite, ça n'a pas le temps de recristalliser jusqu'au mois suivant. Vous voyez? Et c'est ce que n'a jamais compris la FDA, où ils ont obligé la pégloticase à avoir une uricémie toujours en dessous de 60, ce qui voulait dire qu'il y avait des perfusions très fréquentes, un coût beaucoup plus important, etc. En fait, si vous abaissez de manière intermittente mais profondément, vous faites disparaître les tophus. C'est l'expérience qu'on a eue, expérience qui n'est pas complètement positive puisque presque tous nos patients ont fini par faire des réactions allergiques, on a été obligé d'arrêter le traitement. Mais quand on arrive à faire 6 mois de rasburicase, on arrive à faire disparaître beaucoup de tophus. Ça coûte combien? À la rasburicase, ça coûte très cher, mais c'est quand même moins cher que l'anti-IL1. Tu sais combien ça coûte, Cord? Je crois que ça doit être 1000 € l'ampoule ou un truc comme ça, 800 € l'ampoule. C'est réservé au cas où il y a des tophis et qui résistent à l'allopurinol. C'est réservé, en fait, c'est devenu les indications de la pégloticase. C'est réservé aux gens qui ont des gouttes sévères et dont vous n'arrivez pas à mettre l'uricémie à la cible avec tous les médicaments disponibles. Et depuis qu'il y a le febuxostat, ces gens-là sont devenus quand même très rares. On a fait ça à une époque où il n'y avait pas encore le febuxostat. C'est quand même une évolution spectaculaire quand on voit le tophi, il y a une disparition totale. On pense un peu à nos malades en impasse thérapeutique. Ça, c'est après 6 perfusions. Alors la pégloticase, c'est un peu, c'est la puricase. Elle serait moins allergisante que l'autre produit. Et donc là, c'est à 8 mg. 8 mg toutes les 2 semaines et vous avez 61% de normalisation d'acide urique. Donc là aussi, elle est réservée aux formes sévères. Et là, je vais vous montrer une que j'ai trouvée assez spectaculaire. Comme vous voyez, ça c'est des tophis avec presque une normalisation. C'est quand même extraordinaire d'avoir une résolution des tophis d'une manière aussi importante. Alors, par rapport au prix là aussi, est-ce que... Alors, écoutez, malheureusement, ce médicament n'est plus disponible parce que la boîte a fait faillite. Il est aux États-Unis? Non, ils ont fait faillite. Donc, on n'en parle plus. C'était très cher, mais surtout, ils n'ont vraiment pas eu de chance parce qu'il y a eu beaucoup d'anticorps curieusement déclenchés contre la PEG. Et en fait, vous avez vu qu'il n'y a que 50% des gens qui sont à la cible, en sachant que ce qui se passe chez les non-répondeurs, c'est qu'ils développent tellement d'anticorps, ce n'est pas des anticorps neutralisants, mais c'est des anticorps qui vont diminuer la durée de vie de l'enzyme. Parce que à ce moment-là, le complexe enzyme pégylé anticorps est pris en charge par le système réticulo-endothélial et donc l'enzyme disparaît rapidement. Et donc, ils n'ont que 50% de répondeurs. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont ces gens-là qui ont des taux très élevés d'anticorps qui sont susceptibles de faire des réactions, y compris anaphylactiques, bien que ça soit rare, à la perfusion. Donc, le schéma, c'était de faire la pégloticase, de doser avant l'injection suivante l'uricémie, si elle n'était pas basse, et basse c'est d'habitude 20-30 mg hein, ou 10 mg, enfin c'est vraiment très bas, à ce moment-là d'arrêter le traitement parce que c'était ces malades-là qui avaient le plus fort risque de faire une
une perfusion, donc une allergie à la perfusion. Donc ça voulait dire que ce médicament devait être utilisé seul, parce que si vous utilisez en même temps un hypouricémiant, en même temps, vous risquez de masquer ce signe d'alerte. Et voilà, mais malheureusement, il a disparu. Nous, on en a fait 3 malades, dont un des miens qui était un syndrome de Lesch-Nayan, que j'arrivais pas à régulariser par 800 mg d'allopurinol, par 180 mg une dose suprathérapeutique, 240 même milligrammes de febuxostat, et qui s'est retrouvé le temps du traitement avec 10 mg d'acide urique en permanence et qui a fondu cet ophus. Et puis là, on a dû arrêter puisqu'il n'y en a plus, il est en train de rechuter et de manière dramatique. Donc c'est un médicament d'exception, extrêmement cher, pour quelques malades. Nous, on en a mis 3. Alors la rasburicase est une enzyme qui n'est pas pégylée et donc dont la durée de vie est extrêmement brève. Alors que normalement, sauf chez les gens qui ont des fortes concentrations d'anticorps, la pégloticase, les gens la gardent dans le sérum pendant 2 semaines au moins, parfois 4 semaines même. Donc ça permet d'abaisser beaucoup plus durablement et plus efficacement l'acide urique. Mais là encore, les Américains n'ont jamais voulu comprendre que le problème, ce n'était pas d'avoir une uricémie à 10 mg tout le temps, il suffisait d'avoir une uricémie basse de temps en temps pour justement profiter de cette cinétique des cristaux. Donc on pourrait peut-être réutiliser la pégloticase maintenant qu'on a la rasburicase maintenant qu'on n'a plus la pégloticase, mais enfin bon, on a un peu la trouille parce que si on a un accident, on n'est absolument pas couvert par l'AMM, quoi. La rasburicase, les oncologues l'utilisent beaucoup ? Ils l'utilisent, mais oui, ils l'utilisent pas mal. Notamment dans les leucémies aiguës des enfants où ils vont casser beaucoup de cellules. On sait que l'uricémie va monter très très fort et malgré l'hydratation, l'alcalinisation des urines, il peut y avoir des accidents de lithiase urique bilatérale, donc d'insuffisance rénale aiguë. Donc, bon, on utilise aussi l'allopurinol dans ces circonstances-là, bien sûr, mais la rasburicase est encore plus efficace, bien sûr. Il l'utilise une fois. Le protocole, c'est 5 jours de rasburicase au moment de la chimie. Alors, l'allopurinol, le fameux allopurinol, on peut utiliser la nouveauté qui n'en est pas une. En tout cas, on peut l'utiliser plus de 300 mg par jour. Dans les recommandations de l'ARE, on peut arriver jusqu'à 600 mg. On n'a pas vraiment l'habitude de l'utiliser au-delà de 300 mg. Alors, je crois pas que je me souviens pas d'avoir qu'il y ait un chiffre donné dans le LAR, mais la posologie maximale d'allopurinol à rein normal, c'est entre 800 et 900 mg selon les pays européens. Et ça nous arrive de le monter, ça nous arrivait surtout avant le febuxostat, de le monter. Il faut y aller tout doucement. Vous savez que l'allopurinol, enfin vous allez sans doute le dire, donc je ne déflore pas votre sujet. Mais en augmentant tout doucement, c'est probablement pas très dangereux. Ce qui nous fait peur, c'est que les essais du dossier d'AMM ont été faits à la dose de 300 mg. À l'époque, la goutte était beaucoup moins sévère et tout le monde était à la cible de 60 mg avec 300 mg. Maintenant, vous allez sans doute le montrer, c'est plus du tout le cas. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de données sur les fortes doses d'allopurinol en termes de tolérance. Et on est en train de finir là les nouvelles recommandations de l'ELAR et on a beaucoup débattu. Moi, j'étais assez partisan de dire que bon, quand on était vers 300-400 mg, ce que je fais, moi, je passe au febuxostat. Mais les experts européens ont dit non, on ne dit pas ça. On monte l'allopurinol jusqu'à la dose maximale tolérée et on passe au febuxostat que quand il n'y a pas... Mais moi, j'ai un tout petit peu peur parce qu'en revoyant la littérature, il y a un peu plus de Dress syndrome, il y a un peu plus d'intolérance chez les gens chez qui on a augmenté beaucoup les doses. Je crois qu'il y a aussi une étude sur la dose moyenne utilisée par les Français par rapport à l'allopurinol qui ne dépasse pas les 300 mg.
Ah, c'est général, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays européens. Les gens ont pris l'habitude de rester en dessous de 300 mg. Mais souvent, vous savez, la caricature, c'est « Ah, monsieur, je vais vous soigner votre goutte. Tenez, prenez 100 mg d'allopurinol. » Et puis, on ne dose même pas l'uricémie derrière. On a l'impression qu'on a fait le boulot. Et les gens restent avec des hyperuricémies trop importantes. Donc l'allopurinol a adapté selon la clairance de la créatinine, ça vous le savez, donc quand la clairance est inférieure à 20 ml par minute, il faudrait 100 mg un jour sur deux, et puis à partir de, on ne peut donner le 300 mg par jour qu'à partir d'une clairance de la créatinine de 80 à 100 ml par minute. On va voir tout à l'heure les recommandations de l'ARC pour plus de précision concernant l'allopurinol. Alors, le fameux febuxostat que malheureusement nous n'avons pas encore, je ne sais pas si on va l'avoir, l'adénurique 80 ou 120 mg. Alors c'est un inhibiteur de la xanthine oxydase, spécifique de la xanthine oxydase, qui a la particularité d'avoir une excrétion, enfin métabolisme hépatique plutôt que rénal, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de diminuer les doses en cas d'insuffisance rénale. Or, on sait que le problème des goutteux, c'est essentiellement l'insuffisance rénale. Et donc, l'avantage du febuxostat, c'est qu'on n'est pas obligé d'adapter les doses en fonction de la clairance de la créatinine, bien évidemment, dans les cas d'insuffisance rénale légère à modérée. Donc, 3 essais cliniques. Je vais commencer par le premier, l'étude APEX, qui en fait compare l'efficacité et la tolérance du febuxostat versus placebo et allopurinol. Donc c'était la première étude, est-ce qu'il est plus efficace que le placebo et secondairement par rapport à l'allopurinol, 300 mg ou 100 mg en cas d'insuffisance rénale. Alors c'était l'étude 80 mg, 120 mg et 240 mg versus allopurinol 100 mg ou 300 mg. Et vous voyez que la proportion des sujets qui ont atteint l'objectif qui était un acide urique inférieur à 60 mg par litre, vous voyez que le febuxostat 120 mg ou 80 mg font mieux que l'allopurinol à 300 ou à 100 mg dans les cas d'insuffisance rénale. Et au passage, on voit dans cette étude que 22% des patients seulement atteignent l'objectif de 60 mg, mais il faut dire qu'il y a le pool et des 100 mg et des 300 mg. Je ne sais pas si je vais vous poser une autre question. Alors, vraiment, on n'a pas l'impression, en tout cas par rapport aux patients goutteux qu'on voit, on a l'impression que tous nos malades répondent. Il est exceptionnel qu'un malade ne réponde pas. Alors, quand on voit ces chiffres-là, on est vraiment assez surpris de voir un chiffre aussi bas. Alors, il faut que vous teniez compte de deux choses là. C'est que le critère d'inclusion, c'est des hyperuricémies supérieures à 80 mg. Et vous savez, l'allopurinol, ça diminue l'uricémie d'environ 10 mg par 100 mg d'allopurinol. Hein. Grosso modo, on peut garder ça en tête. Donc, en fait, il n'y a que 22% qui se retrouvent en dessous de 60, parce que l'uricémie de départ moyenne, elle est vers 90, 90-100. Hein. D'autre part, c'est un critère très très stringent. Si vous voyez, c'est les 3 dernières mesures d'acide urique, toutes inférieures à 6 mg. Et l'acide urique sous traitement, vous avez tous cette expérience, hein, ça fluctue un peu. Hein. Il y a des malades qui sont un jour à 60, le lendemain ils sont à 65. Et il y a une forte proportion de personnes sous allopurinol qui ont une uricémie qui est bien abaissée, mais pas suffisamment pour être à la cible. Hein. Donc, mais ce chiffre, il est retrouvé dans toutes les études récentes faites en Europe et aux États-Unis. Récemment, une très très belle étude qui a été faite par Mike Doherty, qui est sortie dans la dernière livraison d'Annals of the Rheumatic Disease, dans lequel il montre que en Angleterre, le nombre de gens qui sont mis au traitement hypoglycémiant est déjà faible, et l'observance est calamiteuse. Et c'est la même chose dans toutes les études épidémiologiques. Si vous regardez au bout d'un an, les gens à qui on a prescrit de l'allopurinol, il y en a moins de 50% qui le prennent encore. Et il y a un énorme problème de prise en charge de la goutte dans la relation médecin-malade. C'est-à-dire que comme les médecins en ont finalement rien à foutre de la goutte,
que ce qui les intéresse, c'est le traitement des accès, parce que les accès, ça les dérange. C'est des malades qui les appellent éventuellement la nuit, qui viennent les embêter au cabinet. Enfin, c'est embêtant. Hein. Et qu'ils n'ont pas encore intégré que la goutte, ce n'était pas une maladie aiguë, mais une maladie chronique comme une autre, parce que ce qui compte, c'est l'hyperuricémie. Ils ne sont pas assez vigilants sur les indications des traitements hypouricémiants, sur l'éducation, de bien expliquer aux gens ce qu'est la maladie, etc. Et puis sur la surveillance du traitement, c'est-à-dire de vérifier que l'uricémie est bien à la cible. Et ça, c'est le problème. Alors, la défense, c'est de dire, vous entendrez beaucoup de médecins dire « Ah oui, mais les goutteux, c'est des emmerdeurs. Ils ne sont pas foutus de prendre leur traitement, etc. » Mais il faut voir comment on leur explique. Et comment on ne leur explique pas les accès induits, etc. C'est un vrai problème de relation médecin-malade. Et alors, je disais tout à l'heure à je ne sais plus qui, qu'on vient de monter un programme d'éducation thérapeutique dans la goutte. Et notre grande surprise, finalement, c'est de voir que des gens que je suis ou que Korn suit ou que les gens du service suivent, à qui on a fait des tas de discours, mais descendants. Et bien finalement, quand ils arrivent au bilan pré-éducation thérapeutique, ils n'ont toujours rien compris. Donc, et pourtant, le QI des goutteux est meilleur que le QI de la population générale. Hein. Donc, c'est vraiment un problème de relation. Et l'éducation thérapeutique avec tous les trucs, comme quoi c'est très ciblé sur le patient, on répond beaucoup plus aux questions du patient, qu'on donne une éducation descendante, est sans doute beaucoup plus efficace. Voilà. Réponse longue à propos d'une question courte, mais je ne sais pas faire les réponses courtes. Moi, je pense qu'il faudrait surtout l'éducation thérapeutique qui peut amener beaucoup chez nos malades. Nous avons un foyer où il y a beaucoup d'hyperuricémie, beaucoup de goutteux, c'est la région de Moulay-Bouslem, et j'en vois beaucoup. Et donc, si on prend la peine d'expliquer, de leur mettre la pression, moi j'ai vu des hyperuricémies à 120 mg, en montant la dose crescendo de l'acide urique avec une bonne diurèse et avec un bon régime, etc., on arrive quand même à les baisser. Mais il faut prendre le temps pour leur expliquer. Donc c'est une question d'éducation et de leur mettre un petit peu la pression et de mettre le spectre de l'insuffisance rénale qui les guette. Alors ça, c'est par rapport aux patients qui ont une insuffisance rénale, où vous voyez que 100 mg ne fait rien de l'allopurinol, alors qu'on obtient de bonnes réponses sous febuxostat. L'étude FACT, en fait, c'est comparer l'efficacité et la tolérance, c'est la comparaison entre les deux produits à 300 mg d'allopurinol, qui montre qu'il y a une efficacité supérieure du febuxostat par rapport à l'allopurinol. Donc c'est un essai de supériorité. Donc, le febuxostat fait mieux que l'allopurinol à 300 mg. Donc, en France, c'est l'adénurique, c'est 1 comprimé par jour, 80 mg une fois par jour. On augmente, en fait, on commence à 40 mg et on augmente progressivement et on peut arriver à 120 mg si l'objectif thérapeutique qui est le 60 mg d'acide urique n'est pas atteint. Pas d'ajustement des doses en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique légère ou chez les personnes âgées et très peu d'interactions médicamenteuses. Alors il y a eu quelques cas de cardiopathie ischémique et d'insuffisance cardiaque et ce qui fait qu'il y a eu une précaution d'emploi que ce produit n'est pas recommandé chez les patients atteints de cardiopathie ischémique ou d'insuffisance cardiaque congestive. Alors, ça c'est le traitement médicamenteux. Les traitements non médicamenteux, concernant les aliments, il y a plus de risques de faire une goutte avec de la viande qu'avec les produits, les végétaux riches en purine. Les produits laitiers allégés seraient plutôt diminueraient le risque, alors qu'il n'y a pas d'effet par rapport aux produits laitiers entiers. Maintenant, est-ce qu'on va on recommande des produits laitiers allégés à nos patients? Ça diminuerait. Est-ce que ça diminuerait la crise goutteuse? Les sodas sucrés, donc il y a une augmentation du risque significative quand on prend 5 à 6 fois par semaine, mais aussi quand on le prend plus de 2 fois par jour.
Par contre, il n'y a pas d'augmentation de risque avec les sodas light, donc les diet. Le même effet se voit avec les jus de fruits. Il y a une augmentation du risque. C'est des jus de fruits industriels. Hein, oui. Parce qu'ils sont enrichis en fructose. C'est le fructose. C'est pas l'orange pressé ou le citron pressé. Alors, concernant les alcools, la bière est la plus pourvoyeur de risque de gouttes. Alors, que ce soit la bière alcoolisée ou non alcoolisée, les deux. Les alcools forts et le vin auraient moins d'effet sur le risque de gouttes. Donc, il serait... Alors, les recommandations de l'EULAR. Alors, je vais parler des recommandations de l'EULAR, puis rapidement des recommandations de l'ACR, juste pour une petite différence, et d'un dernier papier sur une... qu'on va voir. Donc, selon les recommandations de l'EULAR, le traitement, d'abord, c'est un traitement médicamenteux et non médicamenteux, en insistant sur les facteurs de risque généraux, sur l'éducation thérapeutique du patient, sur la prise en charge des comorbidités et des facteurs de risque, puisqu'il fait partie du syndrome métabolique. Alors, colchicine, AINES et corticoïdes peuvent être utilisés comme un traitement de première intention. Donc, au même pied d'égalité, le choix se fait en fonction du patient. Est-ce qu'il existe une insuffisance rénale, etc. Il est nécessaire de continuer le traitement 7 à 10 jours. Faible dose de corticoïdes et surtout une prise pendant les 12 heures. Alors, la faible dose de corticoïdes de colchicine, 1,2 mg administré dès que possible. Et puis 0,6 une heure après, ça répond un peu à l'essai thérapeutique qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on peut, quand on a un épanchement articulaire, faire une infiltration. Le traitement hypouricémiant, l'indication d'abord, il est indiqué quand on a plus d'une crise, supérieure ou égale à 2 crises, les arthropathies goutteuses chroniques, les tophus, les lithiases rénales, et c'est un traitement à vie. Donc il faut bien expliquer aux patients que ce n'est pas un traitement qui va arrêter, parce que les patients, dès que la crise part, ils arrêtent leur traitement. Donc il faut prendre, tout à l'heure on disait qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux patients. Le but thérapeutique, c'est d'avoir une uricémie inférieure à 60 mg par litre. Donc les inhibiteurs de la xanthine oxydase qu'on a vu, l'allopurinol et le febuxostat. L'allopurinol doit être démarré à faible dose, donc à 100 mg, et on augmente par 100 mg toutes les 2 à 4 semaines pour arriver à une dose à 800 mg par jour pour atteindre un objectif thérapeutique d'une uricémie inférieure à 60 mg par litre. En cas de toxicité à l'allopurinol, le traitement doit être arrêté. D'autres options. Alors, dans ce cas, dans les recommandations de l'EULAR, ils mettent le febuxostat en deuxième intention après l'allopurinol, M. Barda. Il n'est pas au même... Ce n'est pas vraiment les recommandations de l'EULAR que vous montrez là. Je crois que c'est un papier qui est paru il y a peu de temps dans Annals of Rheumatic Disease, mais qui n'est pas l'EULAR, qui est un autre groupe. Les recommandations de l'EULAR ont été faites en 2002. Hein? C'est une revue, oui. Elles ont été faites avant que le febuxostat soit disponible. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de finir les recommandations qui vont être présentées à Paris, au congrès de l'EULAR, et dans lequel le febuxostat est en deuxième intention, en effet. Alors que dans les recommandations de l'ACR, ils le mettent au même pied. Oui, mais parce que les recommandations de l'ACR ont pris une méthodologie qui ne tient absolument pas compte des problèmes de coût et des problèmes de réglementation. Et il y a un certain nombre de pays européens, comme en Angleterre, comme en Belgique, comme dans d'autres pays, en Italie aussi, où le febuxostat n'est remboursé que s'il est prescrit chez des patients qui ne peuvent pas atteindre la cible sous allopurinol. Ça coûte 32 €, c'est ça? Oui, oui. Coûte l'allopurinol. Ça coûte? Ah d'accord. On parle par mois, hein? Ok. Il coûte combien le Ziloric chez nous? Entre 30 et 40, 50 $. D'accord. Oui, c'est vraiment très bon marché. Ouais. Alors, ça c'est le febuxostat qui doit être démarré à la dose de 40 mg et augmenté jusqu'à la dose thérapeutique qui est de 80 mg. Le probénicide, vous l'utilisiez avant, c'est ça? Pardon?
Le probénécide. Le probénécide, on peut toujours l'utiliser, mais c'est un médicament qui n'est pas très facile. D'abord, il n'est pas très efficace. Il ne faut surtout pas dépasser 2 grammes par jour, parce qu'à ce moment-là, vous avez un risque neurologique de comicialité, de tas d'horreurs. Et vous savez, vous connaissez l'histoire du probénécide, ça a été développé au début de la pénicilline. La pénicilline coûtait des fortunes. Hein. Vous avez vu Le Troisième Homme, le film sur les trafics de pénicilline dans Vienne après la guerre. Hein. Il y a eu une époque où vraiment le probénécide, c'était plus cher que la coke. La pénicilline, c'était plus cher que la coke. Donc on a cherché des moyens de donner moins de pénicilline. Et on a trouvé le probénécide, dont la première indication, c'était d'augmenter le taux de pénicilline dans le sang en diminuant l'excrétion de la pénicilline par les urines. Et en fait, c'est un médicament dont on s'est aperçu ensuite qu'il était uricosurique et qui a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, quand on donne du probénécide à un malade polymédiqué, et les goutteux sont souvent polymédiqués, on a toujours un petit peu peur. Voilà. Et en plus, dès qu'il y a un peu d'insuffisance rénale, ça ne marche plus. Et quand ça marche pas très bien. C'est-à-dire qu'à l'époque où ça a été développé, ça marchait déjà beaucoup moins bien que l'allopurinol, même à 300 mg. D'accord. Mais on a toujours le droit de l'utiliser. Il avait même été retiré des pharmacies en France et réservé uniquement aux pharmacies hospitalières pour les services de réanimation qui voulaient arriver à des taux de pénicilline extrêmement élevés. Donc, ce n'était plus du tout l'indication de la goutte. Et quand la benzbromarone a été retirée, il a été réintroduit dans les pharmacies de ville et on l'a à nouveau utilisé. Moi, j'ai quelques malades qui étaient allergiques à l'allopurinol que j'ai mis sous probénécide et qui sont à la cible. Mais il est quand même relativement utilisé. Si vous regardez dans tous les pays du monde, c'est à peine 5% des goutteux qui ont du probénécide. Et nous, on ne l'a pas, non. Eh ben, ne le regrettez pas trop. Donc ça, c'est à propos de la prophylaxie des crises de gouttes pendant les 6 à 12 mois d'un traitement hyporuricémiant par la colchicine ou les anti-inflammatoires. Les diurétiques, on le sait, ils peuvent augmenter le risque de crise de gouttes. Donc il faudrait essayer avec le cardiologue de voir est-ce qu'on peut changer le traitement. Et donc surtout la prise en charge qui est médicamenteuse et non médicamenteuse, et on insiste beaucoup sur l'éducation thérapeutique. Alors, juste un mot sur les recommandations de l'ACR pour cette différence surtout entre, ça c'est la crise aiguë, anti-inflammatoire, corticoïde ou colchicine, au même pied d'égalité. Et si le traitement ne marche pas, on peut associer ces traitements, chose qu'on a l'habitude de faire. Mais sinon, ils mettent l'allopurinol et pour les traitements hyporuricémiants, l'allopurinol et le fluvoxostate au même pied d'égalité. Et si ça ne marche pas, c'est le probénécide. Alors, est-ce que vous parlez de ce papier-là? Oui, voilà, ça c'est le dernier. Oui. Alors, par contre, là aussi, ils mettent l'allopurinol en première intention. Si ça ne marche pas, on passe au fluvoxostate. Voilà. Ouais. Donc, c'est un papier, c'est une revue d'experts, des recommandations d'experts sur la prise en charge de la goutte. Alors, juste un mot sur la chondrocalcinose. Il n'y a pas vraiment d'actualité sur la chondrocalcinose. Je présenterai juste les recommandations de l'EULAR. Les recommandations de l'EULAR, il y a deux parties, une partie diagnostique et une partie thérapeutique. Alors, la partie diagnostique, c'est essentiellement quand on doit penser à une chondrocalcinose quand on a une douleur aiguë avec un gonflement d'une articulation rapide, on doit penser à la chondrocalcinose. Le diagnostic doit être posé, le diagnostic de certitude est posé quand on trouve des microcristaux de pyrophosphate de calcium. Par rapport quand la chondrocalcinose est associée à une arthrose, par rapport à l'arthrose classique, la différence c'est des signes inflammatoires qui sont plus fréquentes par rapport à une arthrose classique, des ostéophytoses un peu plus importantes, qu'on peut avoir des arthrites inflammatoires chroniques
qui ressemblerait parfois à une polyarthrite rhumatoïde, et donc il faudrait faire le diagnostic différentiel avec une polyarthrite rhumatoïde, et le diagnostic de certitude repose sur l'identification des cristaux, et donc qu'on doit chercher